Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sous-directrice au ministère de l'Agriculture. Il y a une réforme, hein, on l'a évidemment déjà effleuré, mais vous allez nous en dire beaucoup plus aujourd'hui, une réforme récente. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler tout simplement les principes de cette réforme? C'est bon d'avoir un peu tout ça en tête, et notamment au regard de ce qui vient d'être dit par Dorothée Capsandris il y a un instant. Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation à participer à ce bel événement. Donc effectivement, peut-être vous rappeler les principes de la réforme, sachant que Dorothée a très bien présenté le principe du partage du risque. Je ne sais pas si on peut afficher la diapo pour faciliter la compréhension du système. Donc la réforme de la gestion des risques, et je vais revenir sur les textes qui ont été adoptés pour la mettre en place, repose sur un partage du risque entre l'agriculteur, l'assurance et l'État. Et sur le principe de prendre en compte un filet de sécurité pour les agriculteurs qui ne seraient pas assurés. Donc sur le graphique, vous voyez ce principe en gris, on retrouve... Vous pouvez le voir également sur cet écran-là. Oui, voilà, plus confortable pour vous. De travers. Donc, on voit en gris la perte de faible intensité qui représente le premier étage de la réforme qui est pris en charge par l'agriculteur sur sa culture assurée. L'assurance qui intervient sur la partie verte du graphique. Donc effectivement, avec une indemnisation qui couvre les pertes entre un seuil de déclenchement de l'assurance subventionnée qui commence à partir de 20% et le seuil d'intervention publique qui est fixé, lui, à 30 ou 50%. Dorothée l'a dit tout à l'heure, 30% pour les prairies, 50% par exemple pour les grandes cultures. Je ne vais pas donner tous les exemples, mais globalement, on a adapté en fonction des groupes de culture ces seuils. Et donc, effectivement, l'État intervient sur la partie en bleu du graphique, donc par une indemnisation de solidarité nationale directement versée à l'agriculteur. Donc, on a souhaité mettre en place, dans le cadre de la réforme, un filet de sécurité pour les agriculteurs non assurés, comme je l'indiquais. Et donc, c'est pour ça que sur la partie droite du graphique, vous voyez qu'il y a une petite partie en bleu. Néanmoins, avec un taux d'intervention, taux d'indemnisation de l'État de moitié moindre que pour un agriculteur assuré, de façon à respecter notamment le cadre européen des lignes directrices des aides d'État en matière agricole. Et donc, dernier petit point important, dans le cadre de la mise en place de cette réforme, l'indemnisation de l'assurance récolte intervient dans le cadre d'un contrat qui est subventionné à hauteur de 70%. Donc la subvention à l'assurance récolte, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis une dizaine d'années, j'y reviendrai. Mais le taux de subvention jusqu'ici ne couvrait que maximum, il y avait différents types de garanties, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en moyenne, on était plutôt autour de 50-55% de taux de subvention. Donc là, on a augmenté le taux de subvention. Donc on a augmenté l'incitativité à l'assurance et on a établi ce système de partage des risques en 3 tranches ou 3 étages, tout en maintenant, alors temporairement sans doute, ce filet de sécurité pour les cultures non assurées, puisque vous voyez que l'indemnité de solidarité nationale, elle a vocation à baisser dans le temps. Pour l'instant, nous avons fixé un taux à 45% en 2023, qui a vocation à baisser à 35% en 2025. Donc on comprend bien la méthode, le schéma hein, que vous venez de nous présenter. Bon, la réforme, elle est récente, hein, oui. Ordonnance février 2023, si je ne dis pas de bêtises. Où on en est où, en fait, de l'application déjà de cette réforme? Est-ce qu'il y a déjà des amorces de résultats, même si c'est récent? Alors en fait, ce système-là a été créé par une loi qui a été adoptée le 2 mars 2022. Elle a donné lieu ensuite à 2 ordonnances qui ont été adoptées en juillet 2022 et en novembre 2022, ainsi qu'un certain nombre de décrets. Ces décrets encadrent notamment la campagne de commercialisation 2023 qui couvre en fait les récoltes qui auront lieu en 2023. On est sur une année, je dirais, de transition, puisque vous voyez que les textes ont été pris encore assez récemment. Ça a été un défi collectif pour nous tous, côté État comme assureur, de mettre en place ce système dans un temps très resserré. Et donc, d'ailleurs, je remercie vraiment tous les assureurs qui travaillent avec nous au sein de la CODAR, j'y reviendrai, pour avoir participé à ce travail de haute intensité qu'on a dû mener pour mettre en place tout ça dans un calendrier très resserré. Et donc, effectivement, la campagne de commercialisation s'est concentrée sur janvier à avril, on va dire, selon les groupes de culture,
sachant que les prairies, ça a duré un petit peu plus tard, jusqu'à avril. Et donc, malgré ce calendrier très resserré, puisque des textes qui ont été publiés jusqu'à fin d'année, et une commercialisation qui s'est faite finalement dans un contexte réglementaire qui restait quand même assez nouveau, on a des signes positifs, en effet, que la réforme va porter ses fruits. Vous pouvez donner quelques exemples de ces signes positifs? Alors, j'y viens. L'objectif de la réforme, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est inciter à l'assurance. Dorothée, elle l'a dit, on a une augmentation des risques climatiques en agriculture et donc il faut qu'on travaille sur l'amélioration de la résilience de l'agriculture, mais également la protection des risques. Le système ancien était à bout de souffle et donc il faut qu'on incite à l'assurance. Et donc effectivement, bien qu'on soit dans une année de transition et on a d'autres éléments de la réforme à mettre en œuvre dès 2024, on a des signaux que effectivement, là, il y a une progression en termes de nombre de contrats souscrits. Et ainsi que de surface couverte. Je ne peux pas encore vous donner les chiffres, malheureusement, je n'ai pas la primeur aujourd'hui. Nous sommes en train de faire remonter les chiffres par des entreprises d'assurance, avec notamment l'appui de France Assureurs, mais nous aurons ces chiffres consolidés en juillet. Néanmoins, les entreprises d'assurance ont individuellement... Donc, premier rapport d'étape déjà en juillet. Voilà, exactement. Mais les entreprises d'assurance ont individuellement communiqué sur le fait qu'elles ont quand même augmenté nettement leur portefeuille, alors qu'on était dans une année de transition où on n'a pas forcément eu le temps d'expliquer la réforme de manière aussi importante que ce qu'on aurait aimé, aussi bien auprès des agriculteurs qu'auprès des réseaux d'assureurs ou de nous, nos services déconcentrés de l'État. Est-ce que le changement climatique peut éventuellement mettre en péril, peut-être, la viabilité de ce système de gestion des risques en agriculture? Alors, c'est justement ça dépend si on raisonne à court terme ou à plus long terme, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être deux questions dans la question. La première, c'est qu'effectivement, on avait un système auparavant à bout de souffle qui était remis en question par le changement climatique. On a vu une très forte hausse de la sinistralité en agriculture ces dernières années. La petite vidéo l'a montré, mais surtout de 2016 à 2020, le résultat de l'assurance récolte, c'est vraiment casser la figure, si je peux dire, avec un ratio sinistre sur prime qui s'est fortement dégradé. Et donc le système était devenu très difficilement tenable pour les assureurs. Et alors qu'on souhaite développer l'assurance, on était plutôt avec un risque de retrait des assureurs sur le marché. Et parallèlement, on avait le système des calamités agricoles qui avait fait son temps, il existait depuis les années 60, qui ne couvrait plus toutes les cultures. D'ailleurs, pendant le gel d'avril 2021, on avait dû le réouvrir temporairement à la viticulture. Donc on voyait qu'il y avait que ça ne fonctionnait plus et il fallait faire cette réforme. Donc cette réforme, elle naît déjà du fait que le changement climatique il met au défi les outils de gestion des risques. Et ensuite, pour l'avenir, ce système-là, donc il va nous poser un défi collectif, effectivement, de travailler ensemble, agriculteurs, assureurs, État, pour s'assurer que justement il soit pérenne à l'avenir. Il faudra sans doute faire des évolutions. Budgétairement également, Dorothée l'a montré, si on ne change rien, il y aura un coût budgétaire potentiellement très important. Il faut qu'on voit quel partage du risque on peut porter les uns les autres. Et d'ailleurs, il est prévu une évolution des paramètres donc dans les prochaines années de ce système pour que budgétairement il soit tenable aussi pour l'État. Alors ça va changer quoi vraiment l'architecture des outils de gestion? Là on voit ce panneau de 3 structures au cœur de cette réforme en fait. Oui, alors effectivement l'architecture des outils de gestion des risques, il a donc changé. On avait auparavant l'assurance récolte subventionnée d'un côté et les calamités agricoles de l'autre, qui intervenaient vraiment comme une subvention directe dès qu'il y avait une perte sur une exploitation, mais pas sur toutes les productions. Aujourd'hui, effectivement, le système il est uniformisé et on va éviter aujourd'hui... Ça, c'est un choix délibéré, de faire quelque chose de... Oui, alors je reviendrai après sur la diapositive, mais également, on a souhaité mettre en place ce système pour éviter la concurrence, c'est quelque chose que je n'ai pas dit encore, mais les calamités pouvaient avoir tendance à faire concurrence avec l'assurance, puisqu'on n'intervenait pas de la même manière, pas de manière harmonisée entre l'État et les assureurs. Donc il y a plus de cohérence et preuve en est qu'en arboriculture, on n'avait que 3% des surfaces assurées, en prairie 1% avec une dégringolade du nombre de contrats ces dernières années, puisque l'État intervenait et on avait des territoires dans lesquels un agriculteur assuré pouvait ne pas déclencher et son voisin non assuré pouvait toucher des calamités à un niveau assez important.
Donc on a souhaité que ce système-là soit revu, et aujourd'hui on a une bonne adéquation entre ce qu'on va faire avec, pour les cultures non assurées avec ce filet de sécurité et le système à 3 étages. Que l'on souhaite mettre vraiment stimulé à l'avenir. Et pour nous, l'avenir, c'est d'avoir de plus en plus d'assurés et de moins en moins de cultures non assurées. Et donc, dans la réforme, on a à l'avenir d'autres outils à mettre en place. Donc, vous voyez sur cette diapositive, on a des structures au cœur de la réforme qu'il nous faut mettre en place. Je vous ai dit, la barre bleue, c'est ce que l'État verse à l'agriculteur quand il dépasse un certain seuil de perte jugé important. Simplement, ce n'est pas versé directement par l'État, ça va être versé par l'assureur pour le compte de l'État. Et donc, on a mis en place ce réseau d'interlocuteurs agréés, en vert, là, sur la diapositive, qui permet aux assureurs de réaliser cette mission donc, pour le compte de l'État. Et pour l'instant, en 2023, son champ est concentré sur les cultures assurées, pardon. Mais demain, progressivement, il va évoluer dès 2024 sans doute. On est en pleine discussion actuellement avec des entreprises d'assurance pour que même certaines cultures non assurées, la part bleue, l'ISN, l'indemnité de solidarité nationale, soit versée aussi par les assureurs pour le compte de l'État. La logique, c'est une logique de guichet unique pour éviter que l'agriculteur ait plusieurs démarches à faire et qu'on ait vraiment une forte incitativité à s'assurer. En simplifiant les procédures, ça c'est très important. Et ensuite, il y a le groupement de co-réassurance à plus longue échéance. La loi a prévu, donc l'ordonnance plus précisément du 29 juillet 2022, a prévu que les entreprises qui distribuent l'assurance multirisque climatique subventionnée ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour créer ce pool, ce groupement de co-réassurance, de façon à permettre une mise en commun des données, une mutualisation des risques. Et au bout de ce délai, s'il n'y a pas d'accord ou que l'autorité de la concurrence n'a pas donné son avis, on pourra avoir un groupement créé par décret, éventuellement, si c'est nécessaire, si le taux de diffusion n'est pas suffisant. N'hésitez pas à poser vos questions à ce stade de l'intervention de Mylène Testunives via notre application, vous la connaissez par cœur maintenant, Klaxon. Une question complémentaire en termes de calendrier pour les assurés agriculteurs, ça change quoi enfin, vous l'avez beaucoup dit déjà, mais à partir de quand exactement ? Pour eux, ça a changé déjà pour cette campagne de récolte 2023, pour leur contrat de cette année. Ils peuvent déjà appliquer. Donc, effectivement, ils ont déjà vu dans leur contrat normalement une modification du coût de la prime, puisqu'effectivement, le fait que l'État intervienne sur une tranche de risque fait en sorte que le coût de la prime peut être plus limité, mais aussi parce qu'on a augmenté le taux de subvention. Ils ont pu souscrire également des seuils égales franchise inférieurs à ceux qui étaient proposés avant dans le contrat subventionné qui existait avant la réforme. Donc une meilleure accessibilité, on va dire, du contrat d'assurance. Une meilleure couverture des pertes catastrophiques si ils ne sont pas assurés. Il y a l'absence de concurrence avec les voisins non assurés, ça c'est important. Donc j'en ai parlé. Le système de guichet unique, il commence à fonctionner pour les cultures assurées. L'agriculteur, il passe par son assureur pour toucher à la fois l'aide de l'État. Donc ils ont accès à cette information-là pour pouvoir aller à ce fameux guichet unique. Voilà, oui. C'est l'entreprise d'assurance en fait. C'est le réseau d'interlocuteurs agréés. Ce sont les entreprises d'assurance qui distribuent, qui sont agréées pour distribuer la MRC subventionnée, l'assurance multirisque climatique subventionnée. Et donc effectivement, ces entreprises-là, elles constituent le réseau d'interlocuteurs agréés et comme je le disais, elles versent à la fois l'indemnisation d'assurance et l'indemnisation de solidarité nationale pour le compte de l'État. Et ça, l'agriculteur, pour lui, ça commence dès cette année. Et ensuite, c'est l'essentiel déjà. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Voilà. Alors, vous allez pouvoir rebondir avec des questions posées par notre public. Première question, est-ce que cette réforme est applicable en Outre-mer ? Ce que vous avez dit, c'est pour l'Hexagone, mais est-ce que ça va au-delà ? Alors, l'outre-mer a été traité dans la loi du 2 mars 2022 de manière spécifique, en indiquant qu'une ordonnance doit être prise d'ici le mois de mars pour avoir un système plus adapté à l'agriculture et aux risques en outre-mer qui sont très différents. Ce sont des filières très différentes, exposées aux risques de manière très différente, puisqu'on a des cyclones, par exemple, sur des bananeraies, ce qu'on n'a pas en métropole. Aujourd'hui, on a une assurance qui est quasi inexistante en assurance récolte, alors qu'en métropole, on avait une assurance qui quand même
finalement pas assez développé à notre goût et qui stagnait depuis ces dernières années, dont les résultats se dégradaient en multirisque climatique, mais on avait aussi de la monorisque, j'en ai pas parlé, mais de la monorisque en grêle ou gel développée depuis plus d'un siècle. Donc on avait quand même, en métropole, on a quand même un secteur assurantiel en assurance récolte développé, qui n'existe pas en Outre-mer. Donc il faut qu'on réfléchisse à des dispositions spécifiques et ce sera l'objet de l'ordonnance. Dispositions spécifiques. Deux questions que je vais grouper pour respecter notre timing. On va s'intéresser par exemple à l'Espagne. Hein. Nos voisins, je sais qu'il y a un certain nombre d'Espagnols dans la salle. Est-ce que par exemple l'Espagne a pris des mesures à peu près similaires et eux, ils ont 45 ans d'expérience. Quel regard porte-t-il sur ce dispositif et quels conseils, je dirais, pour affronter un climat ibérique? Difficile à répondre, mais enfin... Oui. Il y a des exemples, en fait, pour faire un comparatif avec nos voisins, et en particulier l'Espagne. Mais en fait, l'Espagne est plutôt précurseur. On s'est plutôt inspiré d'eux, on va dire, hein, pour notre nouveau système de gestion des risques, puisqu'eux, ils ont développé fortement l'assurance récolte depuis les années 80. Et donc, ils ont un système beaucoup plus centralisé, avec notamment un pool de co-assurance qui existe là-bas. Et donc, une intervention en réassurance publique également. Que nous, on ne fait pas. Donc finalement, on a des systèmes assez différents, mais on avait regardé leur expérience pour voir si ce que nous, on envisageait de faire convenait bien. Donc je ne suis pas sûre qu'ils changeront leur système pour le nôtre. Mais en tout cas, est-ce que d'autres pays européens vont peut-être vous copier ou nous copier En tout cas, on a beaucoup d'échanges effectivement avec d'autres États membres qui sont intéressés par la réforme mise en place en France. Dernièrement, on a vu les Hongrois, notamment, qui sont venus nous voir, par exemple. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Mylène Testuneves. C'était très important de faire le point sur cette réforme de la gestion des risques en agriculture, plusieurs mois donc après son entrée en vigueur. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci. Merci.